Donc, je vais vous présenter des activités pédagogiques que nous avons mises en place récemment et mises en ligne sur le site internet Insight Éducation, donc insightoca.eu. Donc, une activité qui a été mise en place dans le cadre des défis Namazu de la saison actuelle 2021-2022 et des activités, des nouvelles ressources en fait sur les spectres et les spectrogrammes mises en ligne sur le site internet Insight. Donc, tout d'abord, je vais commencer par des petits rappels sur la sismologie et sur les signaux, parce que tout simplement, on va en avoir besoin pour bien comprendre les spectres et les spectrogrammes que je vais vous présenter. Alors, voilà, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un séisme? Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma à gauche, un séisme, en fait, c'est une rupture qui a lieu en profondeur, c'est une rupture des roches qui a lieu parce qu'il y a une accumulation en fait, de contraintes, et ces contraintes sont relâchées sous forme d'énergie, et cette rupture donc, va se propager le long de failles préexistantes ou va créer de nouvelles failles dans la croûte terrestre. Donc, l'origine du séisme en profondeur, ça s'appelle le foyer. Sa projection à l'épicentre direct, sa projection à la surface, c'est l'épicentre. Et donc, cette rupture en profondeur va générer des ondes sismiques qui vont se propager dans toutes les directions de la croûte terrestre ou de la croûte martienne, c'est le même principe, et vont être enregistrées par les stations sismologiques installées autour de ces séismes, beaucoup plus loin. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, dans le cas d'un environnement occupé urbain, les dégâts engendrés par le séisme vont décroître avec la distance épicentrale, à part quelques cas isolés qu'on appelle effets de site, qui sont liés à la nature et à la structure du sous-sol particulière qui vont amplifier ou désamplifier les ondes. Donc maintenant, je vais revenir un peu aux bases avec vous sur les signaux périodiques simples pour mieux comprendre qu'est-ce qu'enregistrent les sismographes. Et donc ici, vous avez le schéma d'une onde périodique simple, donc caractérisée par sa période en secondes, donc sa fréquence qui est tout simplement l'inverse de la période en Hertz, et par l'amplitude, ici exprimée en unités tout simplement arbitraires. Donc, ça, c'est un signal très simple, périodique. Dans la nature, ce qui se passe réellement, c'est que les ondes sont beaucoup plus compliquées que ça. Ici, vous avez l'exemple d'un sismogramme, donc l'enregistrement de l'onde à une station qui est située à Hawaï. Et cette onde, c'est en fait le séisme de Kobe qui a eu lieu en 1995, donc de magnitude 6,9. Ici, je précise que du coup, nous sommes dans un domaine qu'on appelle temporel, c'est-à-dire qu'on a l'enregistrement de l'onde en amplitude en fonction du temps. Et donc, nous pouvons y voir, décerner différentes ondes qui sont très importantes, les ondes P, les ondes S et les ondes de surface. Alors, à gauche, vous avez un schéma de la planète Mars, parce que c'est le même principe, comme je vous l'ai dit précédemment. Vous avez ici un Marsquake qui se produit. Alors, un Marsquake, c'est tout simplement la traduction anglaise de tremblement de Mars. Et donc, un Marsquake va générer des ondes S, des ondes P, des ondes de surface. Les ondes S et P, ce sont les ondes qui vont se propager à l'intérieur du globe. Et donc, ce sont les ondes de volume. Et les ondes de surface, ce sont des ondes qui vont se propager juste à l'interface entre l'air et le sol, donc la surface. Alors, les ondes P, elles vont traverser les milieux de façon à comprimer le milieu et à dilater le milieu. Ce sont les ondes les plus rapides, donc c'est celles qu'on enregistre toujours en premier. Et elles se propagent donc parallèlement à la direction de propagation. Donc un peu comme un ressort on appuie sur un ressort et donc on a cet effet de compression et de dilatation. Ensuite, l'onde S, c'est une onde qui a une direction de propagation perpendiculaire, qui est perpendiculaire à la direction de propagation. Et donc, c'est une onde cisaillante
qui a une vitesse un peu moins rapide que les ondes P, donc elles sont enregistrées en secondes sur les sismogrammes, et elles ne traversent pas les liquides, donc elles ne traversent pas l'eau, elles ne traversent pas les noyaux le liquide, voilà. Et donc, ce sont ces deux ondes-là qu'on va le plus étudier dans le cas des Marsquakes, des séismes sur Mars. Donc, en sismologie, ce qui est très important, c'est d'analyser le contenu fréquentiel des signaux qu'on enregistre. Donc, on va plutôt chercher à analyser les signaux dans le domaine fréquentiel. Alors, pour cela, je vous ai fait ici un petit exemple pour que vous compreniez bien comment on arrive à tracer les spectres, justement. Alors ici, vous avez l'exemple d'un signal périodique un peu plus complexe que le précédent. Il est toujours périodique, mais comme vous voyez, il n'est pas tout à fait... il est un peu plus complexe. C'est une combinaison de ce qu'on appelle deux harmoniques. En fait, c'est ce qu'on appelle la décomposition en série de Fourier. C'est Joseph Fourier, un mathématicien et physicien du XVIIIe siècle, qui a amené à cette décomposition en série de Fourier. Et cette décomposition va nous permettre de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Alors ici, ce sont ces séries, c'est ce qu'on appelle des harmoniques. Le premier harmonique, c'est ce qu'on appelle l'harmonique fondamentale, parce qu'il caractérise le signal initial, la fréquence initiale du signal. Et on a également le deuxième harmonique. Et ces deux harmoniques sont caractérisées à chaque fois par leur fréquence et leur amplitude. Alors, ici, l'amplitude, on a 1 Hertz et 2 Hertz. La fréquence, on a 1 Hertz et 2 Hertz. Et l'amplitude, on a 2 et 1. Et en fait, on va pouvoir tracer un diagramme. C'est ce qu'on appelle le spectre fréquentiel avec les deux harmoniques, donc de l'amplitude, en fonction de la fréquence. Et donc ça, c'est vraiment le domaine fréquentiel qu'on va étudier. Alors en réalité, les signaux qu'on enregistre sont beaucoup plus complexes et sont non périodiques. Alors ce qu'on va faire, c'est que cette décomposition en série de Fourier, ce qu'on appelle la transformation de Fourier, on va l'effectuer en considérant que la période qu'on va prendre pour ce signal est infinie. Alors au lieu d'avoir des bâtonnets qui représentent les harmoniques, on va tout simplement avoir un spectre sous forme de courbe, comme on le voit ici. Et du coup, ce qui va nous intéresser par la suite, donc ça c'est le spectre, c'est d'étudier le signal en fait sur toute cette durée. Et sur toute cette durée, le signal, il évolue, donc il évolue dans le temps. Alors là, l'intérêt, c'est de recourir au spectrogramme. Alors qu'est-ce que c'est le spectrogramme? C'est tout simplement l'évolution du spectre fréquentiel au cours du temps. Alors l'opération qui va servir à calculer ce spectrogramme, ça s'appelle la transformée de Fourier rapide. Ce sont les ordinateurs qui sont capables de le faire. Et pour cela, on va découper le signal en plusieurs périodes de temps qui sont égales. Donc là, par exemple, on a le diagramme qui représente des périodes de temps de 20 secondes, par exemple. Et pour chaque période de temps, on va calculer le spectre fréquentiel. Donc, on va se retrouver avec un diagramme en fréquence et en temps et en amplitude. Et donc, on va mettre les unes à la suite des autres, les uns à la suite des autres, les spectres. Et on va obtenir ce spectrogramme donc en 3D, qu'on voit ici en 3D. Alors, nous, on préfère travailler avec ces spectrogrammes en 2D, c'est plus simple comme représentation. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, l'amplitude ici va être convertie en code couleur. Et donc, on va obtenir un diagramme des fréquences en fonction du temps en abscisse et un code couleur pour l'amplitude. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans l'exemple ci-dessous, là, pour le Marsquake du sol 235. Alors, on a ici le signal non périodique complexe du tremblement de Mars, on voit bien l'arrivée de l'onde P et de l'onde S. On a ici son spectre fréquentiel sous forme d'une courbe, donc de l'amplitude en fonction des fréquences. Et ici, son spectrogramme, donc des fréquences en ordonnée en fonction du temps en abscisse, avec en code couleur l'amplitude du spectre fréquentiel calculé à chaque pas de temps, qu'on voit bien ici, l'onde P et l'onde S associées donc aux amplitudes. Voilà, ça les spectrogrammes. Donc,
Maintenant que les rappels sont bien frais dans nos têtes, je vais vous présenter l'activité sur les spectres sur Audacity, proposée dans le cadre de l'épisode 2 des défis Namazu de la saison 2021-2022. Alors, le but de cette activité était d'amener les élèves à reproduire les manipulations sur le bruit, similaires à celles que font les chercheurs qui travaillent à réduire le bruit des enregistrements du sismomètre CEIS ou à isoler certaines fréquences parasites issues des mouvements du rover, par exemple, ou des appareils électriques. Alors, l'activité ici propose d'éliminer des fréquences dites parasites qui nous empêchent d'entendre correctement un message. Je vais vous montrer directement sur Audacity comment bien faire cette activité. Et si vous voulez les informations écrites par étapes, quelques slides y sont dédiés dans le PowerPoint. Alors, bien évidemment, la fréquence à filtrer que je présente dans cet exemple est différente de celle proposée dans le défi Namazu, et ce sont les élèves qui devront les identifier. Donc, je vais tout de suite aller sur Audacity. Donc, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger, qui est gratuit. Donc, je vais essayer juste de réduire la fenêtre pour mieux voir mon écran. Voilà, tout ça. Tout simplement. Alors, une fois que vous ouvrez Audacity, vous avez cette interface. Et vous avez ici en haut à gauche différents boutons qui vous permettent de faire play sur les enregistrements, de faire pause, d'enregistrer vous-même des voix. Et vous avez également ici ces volumes d'enregistrement et volumes de lecture que vous pourrez changer au fil des activités. Alors, pour ouvrir le fichier, vous pouvez directement aller dans Fichier, Importer, Audio. Et donc, je sélectionne le fichier qui m'intéresse. Voilà, donc là, en fait, en ouvrant le fichier, on obtient tout de suite donc, une piste en stéréo. Donc, il y a 2 pistes dans l'enregistrement stéréo, en temps, donc dans le domaine temporel, avec en ordonnée l'amplitude du signal de 0 à 1 et de 0 à -1, et en abscisse le temps, donc ici, quelques secondes. Ici, il fait 4 secondes 6. Voilà. Et donc, quand on regarde ce signal, c'est quand même un peu bizarre, on dirait que c'est un peu... on ne voit rien, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est zoomer dedans avec CTRL et la molette. Et là, en zoomant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on dirait tout simplement une sinusoïde simple, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure dans mon diaporama. Alors, on peut tout de suite supposer en fait que la fréquence dominante ici, qui cache potentiellement le message à découvrir, eh bien, est caractérisée par une fréquence simple. Et on peut également écouter cet enregistrement. Alors, dites-moi si vous entendez quelque chose. Essayez de ne pas mettre trop fort pour ne pas vous casser les oreilles, parce que vous allez voir, c'est assez strident. Est-ce que vous avez entendu? J'espère. Ok. Donc là, en fait, c'est tout simplement un bip sonore qui est parasite. On n'entend pas du tout ce qu'il y a en dessous du bip. Oui, on entend. Super. Merci. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de filtrer ce bip, en fait, pour voir le message qui se cache derrière. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est on va analyser le contenu fréquentiel de cet enregistrement temporel. Donc, on sélectionne ici avec sélection. On va dans Analyse, tracer le spectre. Donc là, on obtient le spectre, donc en ordonnée l'amplitude en décibels et en abscisse les fréquences. Donc on va de 20 Hz à 20 000 Hz, ce qui correspond au spectre audible pour l'oreille humaine, hein, tout simplement. Et on voit qu'il y a des variations hein, dans ce spectre et un pic vraiment proéminent ici. Si on balade notre souris sur la pointe, on peut lire juste en dessous les fréquences. Hein. Et donc là, un pic qui a l'air centré autour de 1100 Hz. Alors, on peut tout de suite supposer que c'est vraiment cette fréquence-là qui parasite notre enregistrement. Alors, on va chercher à le filtrer à 1100 Hz. Hein, on retient. Donc là, on peut fermer le spectre. Et pour filtrer cet enregistrement, on va pouvoir retourner on sélectionne, on retourne dans Effets,
on descend et on va chercher le filtre qu'il faut. Donc le filtre ici, coupe bande, on sélectionne et là on rentre la fréquence qui nous intéresse à filtrer, donc 1100 Hz. Q, bon, c'est une valeur qui n'est pas très importante ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça ne va pas trop changer. Et donc vous pouvez valider. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le signal a l'air d'être totalement débarrassé de cette fréquence parasite. Et on voit qu'il y a un petit contenu en dessous, voilà, qui n'a pas une amplitude très élevée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le volume de lecture pour pouvoir bien entendre. Et on fait play pour essayer d'écouter le message. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu. Sinon, on peut toujours augmenter le volume et remettre play. Voilà, donc là, on a bien l'enregistrement qu'il nous fallait. On a nettoyé le signal. Donc, ce qu'on peut faire après, en bonus, on va dire, c'est peut-être amplifier ce signal pour voir un peu mieux l'enregistrement de la voix. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on resélectionne, effet, on va dans amplification, ici. On autorise la saturation et on augmente le plus possible, voilà. Validé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit effectivement qu'il y a vraiment un enregistrement vocal. Du coup, on baisse un peu le volume de lecture pour ne pas se faire mal aux oreilles. Et puis, on fait play. Célébrons les 3 ans de l'arrivée de InSight sur Mars. Voilà. Alors là, ma voix a l'air un petit peu robotique, un peu modifiée, tout simplement. Alors, c'est pourquoi? Parce qu'on a filtré une fréquence à 1100 Hz, en fait, que moi, j'utilise quand je parle également. Donc, en fait, on a filtré également la fréquence 1100 Hz que moi-même j'ai émise. Ça fait que ma voix est un peu modifiée, mais ça, c'est tout à fait normal du coup. Si vous voulez aller un peu plus loin encore, vous pouvez également tracer le spectrogramme de cet enregistrement. Alors, vous allez dans Workshop, Spectrogramme, on désélectionne, et ici, vous avez donc bien le spectrogramme qui apparaît. J'enlève la deuxième piste stéréo, hein, ça ne sert un peu à rien ici. Et donc, en ordonnée, vous avez les fréquences, donc on va de 0 à 12 000 Hz, et en abscisse, on retrouve le temps. Donc, on a bien un spectrogramme avec ici donc, les différentes fréquences émises par ma voix quand je parle, et avec des stries. Et en fait, ces stries, ça représente les harmoniques de ma voix quand je parle, et vous pouvez essayer de relire le... Célébrons les 3 ans de l'arrivée. Donc, vous pouvez vous amuser peut-être à compter les syllabes, plein de choses sont possibles voilà, avec cette activité et ce spectrogramme. Donc, voilà pour l'activité Namazu. Donc maintenant, je vais retourner sur le diaporama. Hop là, et passer aux nouvelles... Alors, je vais balancer sur... Là, on voit quoi? Là, on voit ça. Alors, je vais remettre en mode normal. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter les nouvelles ressources qui ont été mises en ligne récemment sur le site d'insightOCA.eu et spécifiquement sur la page data. Voilà, donc sur la page data, vous avez plusieurs onglets. Et ici, on va tout d'abord s'intéresser à l'onglet Mars Replay. Donc, en fait, sur cette figure qui est disponible dans l'onglet, alors c'est une figure qui est extraite du site internet de la NASA directement. Et c'est une figure qui représente différents paramètres météorologiques en fonction des sols, donc des différents jours martiens, du sol 0 au sol actuel, donc au sol 1072. Alors, sur cette grosse figure, vous pouvez avoir les variations de température, la pression, la vitesse du vent, la direction du vent et l'opacité atmosphérique qui a été calculée grâce aux 2 caméras qui sont présentes sur InSight. Alors, chaque point noir de ces figures représente la moyenne du paramètre physique en question, de la moyenne journalière, hein, je précise. Donc, chaque point représente une journée. Et les barres grises
représente les minimums et maximums de chaque journée également. Alors, sur ce diagramme, vous pouvez également voir les différentes saisons, parce que Mars possède différentes saisons également. Et donc là, au site d'atterrissage d'InSight, vous pouvez voir les différentes périodes pour les saisons. Et ce sont des saisons que vous retrouvez également sur le schéma qui est disponible sur la même page, juste au-dessus de ce diagramme, et qu'on peut voir ici à droite. Sur ce schéma, vous pouvez balader la planète Mars autour de son orbite en fonction des sols. Et vous pouvez également voir les différentes saisons et voir qu'il y a également une période de grande tempête de poussière qui a lieu au niveau de l'Aphélie, environ, là, entre l'automne et l'hiver. Donc, analysons un peu ces différents paramètres. Donc, la température sur le site d'InSight varie. La moyenne de la température, c'est entre moins 53 degrés et moins 60 degrés. Et la différence entre le jour et la nuit peut atteindre moins 173 degrés. Alors ça, c'est dû à la surface sèche et poussiéreuse de Mars, à son atmosphère très fine, et également à la quasi-absence de nuages. En fait, les nuages sur Terre, par exemple, permettent de garder la chaleur, et donc la surface de Mars rayonne énormément et se refroidit très efficacement la nuit. C'est pour ça qu'il y a de très grandes variations de température. Alors ensuite, on peut voir ici les variations de pression tout le long des saisons. Alors, ces variations sont dues à des échanges de gaz très importants entre l'atmosphère et la surface de Mars. L'atmosphère de Mars est composée à plus de 95% de CO2. Et donc, en fait, les chutes de pression que vous voyez en été et en hiver, ici par exemple, ce sont des chutes dues principalement à la condensation du CO2 au niveau des pôles. Et donc, ce CO2 vient alimenter les calottes polaires en CO2 solide. Donc, oui, il y a des calottes polaires sur Mars. Et donc, les variations de pression à l'échelle d'une journée, comme on a vu avec nos collègues précédemment, sont dues aux variations de la vitesse du vent dans la journée. Donc, ensuite, nous avons les variations de vitesse. Alors, la moyenne de la vitesse du vent sur le site d'InSight, c'est environ 5 mètres par seconde, donc environ 18 km/h. Et donc, ces vitesses de vent, à l'échelle d'une journée, peuvent atteindre plus de 100 km/h, donc 30 mètres par seconde. C'est assez impressionnant. Et donc, nous avons également les directions du vent. Alors, on peut voir qu'il y a deux directions prédominantes. Donc, pendant le printemps et l'été, la direction dominante, c'est 180 degrés ou sud-sud-est. Et la direction prédominante en automne-hiver, donc pendant les tempêtes de poussière, c'est nord-nord-ouest. Voilà. Et on a également l'opacité atmosphérique. Donc, en fait, c'est tout simplement la mesure du taux de particules dans l'air dans les caméras. Et donc, en fait, cette opacité atmosphérique, on voit qu'elle a des pics pendant la période de poussière et qu'elle est moins importante en dehors de ces tempêtes de poussière. Donc, vous pouvez voir sur le diagramme, comme l'a dit notre collègue Raphaël Garcia, en fait, à cause des problèmes d'accumulation de poussière sur les panneaux solaires, donc, qui alimentent les batteries des instruments, à partir du sol 700, la NASA a décidé de couper l'enregistrement fait par les capteurs TWINS qui enregistrent les mesures de vent et de température. Donc, en fait, sur le diagramme, maintenant, on a vraiment un manque de données dans la température, la vitesse du vent et la direction du vent. Mais la pression est encore un petit peu enregistrée, mais c'est pareil, il n'y a plus beaucoup de données maintenant. Donc ça, c'est dû à la poussière qui s'accumule. Vous pouvez voir ici du sol 14 au sol 578, l'accumulation de poussière impressionnante sur les panneaux solaires. Et comme nous ont parlé nos collègues du CNES, ici, vous pouvez voir un GIF représentant la première pelletée d'enfouissement du câble de CEIS, avec vraiment la différence entre la poussière qui reste accumulée sur le sismomètre et celle qui a été emportée par la pelletée relâchée. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais passer à l'onglet Turned into Mars. Alors, c'est également des nouvelles ressources qui ont été mises en ligne récemment. Donc,
Ici, j'ai reproduit exactement les mêmes figures qui ont été présentées par Raphaël Garcia et qui sont présentes dans beaucoup d'articles scientifiques sur Insight. Donc, c'est tout simplement une figure qui regroupe verticalement les uns à la suite des autres les spectrogrammes de chaque sol depuis l'atterrissage d'Insight. Donc ici, on a les sols de sol 80 à 920 et le temps en abscisse. Donc il s'agit d'une suite de spectrogrammes journaliers avec l'échelle de couleur qui représente l'intensité du bruit enregistré par la composante verticale du sismomètre CIS. Donc je précise ici que le temps d'une journée martienne est ramené sur 24 heures et c'est ce qu'on appelle le temps LMST, Local Mean Solar Time. Donc le jaune orangé représente un bruit élevé et le rose violacé représente un bruit moins élevé. Et donc en dessous de ce multi-spectrogramme, vous pouvez voir le sismogramme du sol 202, qui est un sol représentatif d'une journée martienne typique, en dehors des tempêtes de poussière. Il est là pour que vous puissiez faire le lien entre l'augmentation du bruit, donc ici le bruit sismique, c'est tout simplement l'amplitude sismique enregistrée par le sismomètre. Donc le lien entre ce bruit et l'augmentation du contraste de couleur sur le spectrogramme. Et donc sur la figure ici de droite, vous pouvez voir l'équivalent de la même figure, mais qui est issue des papiers, directement des papiers scientifiques, avec les différents événements sismiques regroupés sur cette figure. Et on peut voir que effectivement, les événements sismiques qu'on enregistre plus facilement, c'est dans les périodes calmes. Parce que dans les périodes bruitées, en fait, ils sont tout simplement effacés par le bruit ambiant. Donc, je parle de bruit depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que le bruit exactement? Alors, sur Terre comme sur Mars, il s'agit d'un ensemble de vibrations plus ou moins permanentes du sol, dues à des causes naturelles, le vent, les phénomènes atmosphériques, les vagues océaniques pour la Terre, et également dues à des causes anthropiques, donc la circulation automobile, les machineries, etc. Et tout ça, c'est enregistré par les sismomètres. Donc, sur Mars, ce bruit a deux origines principales, donc naturelles, et robotique ou mécanique liées aux instruments d'Insight. Alors, bien que le sismomètre CIS ne soit protégé par un bouclier thermique, il n'est pas parfaitement protégé contre les effets des changements atmosphériques. Et donc, sur Mars, on retrouve deux familles principales, on va dire, de bruit, ce qu'on appelle les murmures de Mars et les turbulences ou tourbillons de poussière, appelés Dust Devil, que nous verrons dans la suite. Alors, les murmures de Mars sont liés à la circulation atmosphérique globale qui font vibrer la planète comme une cloche. Voilà. Et ce phénomène est appelé le hum martien. Voilà. Donc, sur cette figure sont également présents les différents Marsquakes qui ont été localisés et donc que nous avons mis en ligne sur le site internet. Nous avons fait un tableau dans l'onglet Marsquake View. Et vous pouvez aller consulter ce tableau et comparer les temps d'arrivée du tableau avec Origin Time en LMST, avec la position des différents Marsquakes sur la figure du spectrogramme. Et vous pouvez également avoir recours au schéma pour déplacer la planète sur son orbite et voir un peu les différentes saisons par rapport au bruit de la figure. Par exemple, ici, je me suis placée en pleine tempête de poussière, donc qu'on voit très bien sur le spectrogramme. Donc, on voit vraiment un bruit constant tout le long de la journée, entre le sol 540 environ et 660. Et donc, ces tempêtes de poussière, d'un point de vue satellitaire, pour l'imagerie de Mars, on voit bien également la différence dans l'atmosphère. Donc, par exemple, ici en juillet et à gauche en mai, sans tempête de poussière. Ici, on voit un petit selfie du rover Curiosity pendant une tempête de poussière derrière lui. Et voilà, ici, c'est un gif pour vous représenter un peu de quoi ont l'air les nuages autour du sismomètre. Donc, toujours en dessous de cette figure, dans l'onglet Turn into Mars, vous avez également la possibilité de comparer les différents paramètres météorologiques à l'échelle d'une journée. Donc, le sismogramme, le spectrogramme, la pression, la température, la vitesse du vent et la direction du vent pour plusieurs sols. Ici, j'ai pris l'exemple du sol 202, qui est le sol typique. Et donc,
on peut voir qu'à l'échelle d'une journée, tous les paramètres sont liés et sont très perturbés entre 6 heures et 18 heures environ. Avec, par exemple, ici, on voit bien l'augmentation de la vitesse du vent qui influe beaucoup sur le bruit enregistré par le sismomètre. Et ici, j'ai également donc le sol 649 qui est en pleine tempête de poussière et on voit bien l'influence du vent qui est perturbé toute la journée sur le sismogramme. Enfin, toutes ces figures journalières sur la météo et le bruit sont disponibles également en format interactif sur le site internet en cliquant sur ce bouton en dessous de la figure. Et vous pouvez vous amuser à zoomer, à vous déplacer dans les figures pour observer plusieurs phénomènes. Par exemple, retrouver les différents Marsquakes avec les temps d'arrivée. Vous pouvez également vous amuser à analyser les augmentations des paramètres pendant le début d'une journée ou la diminution des paramètres à la fin d'une journée. Et enfin, vous pouvez également voir ce qu'on appelle des chutes de pression qui sont liées au passage des villes, donc de tourbillons de poussière à proximité de InSight, et donc qui font chuter la pression de cette façon. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Une question d'une collègue. Je ne comprends pas l'intérêt de transformer le signal sismo en spectre fréquentiel. Est-ce pour avoir une visibilité plus simplifiée du signal dans le temps? Voilà, c'est ça. En fait, le fait de passer en domaine fréquentiel, ça nous permet de voir des choses qu'on n'est pas capable de voir à l'œil nu dans un signal, parce que tout simplement, par exemple, ici, ce que vous voyez, donc pour le sol 235, alors on voit bien l'arrivée de l'onde P et de l'onde S, effectivement. Et le reste, c'est le bruit, c'est le fameux bruit sismique. Sauf que dans beaucoup de cas, les ondes P et S sont vraiment noyées dans le bruit et ne sont pas du tout identifiables à l'œil nu. Et en fait, le fait de passer dans le domaine fréquentiel, ça nous permet vraiment de discriminer les fréquences des ondes P et S, là. Et on voit vraiment très bien à l'œil nu la différence. Voilà.